sur Live TV. Depuis que nous avons démarré notre deuxième saison, c'est l'édition numéro 9 de votre rendez-vous politique par excellence. Rendez-vous politique au cours duquel nous parlons de notre pays, de ces grandes questions structurantes de la vie de la nation. Et nous sommes toujours très heureux d'être avec vous. Imaginez qu'en 1921, ou du moins de la période 1921 à 2014, la population urbaine de Côte d'Ivoire a été multipliée par 356, là où la population globale, elle, a été multipliée par 15. Vous vous rendez compte de la puissance, justement, du développement urbain et de l'ensemble des questions liées, justement, à ce développement urbain. Et aujourd'hui, pour vous parler et pour vous entretenir autour de la Côte d'Ivoire, ce sera la question de l'assainissement et de la salubrité, des questions qui sont bien évidemment au cœur de la vie en milieu urbain. Pour en parler avec vous, nous avons ramené celui qui s'en occupe au cœur de l'action gouvernementale. C'est une personnalité qui a dirigé pendant longtemps la politique du gouvernement, ou en tout cas qui a porté la compagnie Sikoji. Vous vous en rappelez, cette compagnie qui avait pour objectif d'étendre l'habitat modéré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est avec nous, il dirige le département de l'assainissement et de la salubrité. C'est le ministre Bouaké Fofana qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Merci de nous rendre visite pour que nous parlions justement de ce département ministériel. C'est moi qui vous remercie. Et nous ne pourrions le faire sans la présence de notre acolyte de face à la Côte d'Ivoire, Toussaint Alain, que vous connaissez très bien. Toussaint, bonsoir. Bonsoir André. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Toussaint. Mesdames, Messieurs, cette émission, vous le savez, est une émission, j'aurais pas dit coup de poing, opération coup de poing, ça lui rappelle des choses, qu'on fait des opérations donc, de salubrité, c'est devenu un peu ce que fait le ministère, mais cette émission a une première partie où on y va un peu avec le franc-parler des uns et des autres, puisqu'il s'agit de vous dire la réalité de notre pays. Tout de suite, voici pour vous la rubrique franc-parler. Alain, monsieur le ministre, va vous entretenir, vous faire entrer dans cette émission à travers une thématique qui vient tout de suite de l'actualité. D'accord. Monsieur le ministre, la semaine écoulée a été marquée par le rapatriement par le gouvernement du Niger de près d'1 millier de ses ressortissants qui, selon les déclarations officielles, se livraient à la mendicité dans les rues de Dakar. Comment réagissez-vous à ce qui semble quand même être un véritable drame humain commun à beaucoup de nos capitales ouest-africaines? Oui. Alors, je réagis, j'ai deux réactions. Il y a certainement la réaction à chaud. Bien sûr, nous sommes tous des humains. Dès qu'on dit qu'on a rapatrié des Africains dans nos territoires africains, première réaction, ça peut choquer les gens. Quand il s'agit de deux pays qui appartiennent à la même à la CEDEAO et même à l'UEMOA, ça peut paraître encore plus choquant puisque nous avons des lois qui garantissent la liberté de circulation des personnes et des marchandises. Maintenant, il faut aller au-delà de cela, de cette réaction, première réaction qui est de nature humanitaire. Je peux comprendre parce que, voyez-vous, quand on a parlé tantôt d'urbanisation. Ça demande un minimum d'adhésion qu'on a quelque part, qu'on adhère un peu au mode de vie. La mendicité ne peut pas être un objectif d'immigration. Voyez-vous? Si ces personnes sont là uniquement rien que pour mendier, je me dirais, bon, en entreprise, on parlera de marché. Le marché de la mendicité, il existe partout. Donc, on n'a pas besoin de partir du Niger jusqu'au Sénégal. C'est vraiment l'activité, c'est la mendicité. Si ces gens ont un problème, parce que la mendicité, il y a plusieurs niveaux. Hein. Moi, je vois quelquefois même dans la rue d'Abidjan, vous voyez des personnes qui semblent, en tout cas, à première vue, en possession de tous leurs moyens physiques, sont valides et qui passent leur temps à mendier. Ce n'est pas acceptable. La mendicité elle-même peut être considérée comme un délit de droit commun. Si on est dans ces cas-là, c'est normal que ces personnes-là, en tout cas, on doit pouvoir les empêcher de continuer ces actes qui peuvent être punis par la loi, la mendicité dans la rue, quelquefois. Moi, je vois à Abidjan, le matin, je vais au boulot, sur une route à 2 fois 2 voies,
je vois des gens, des jeunes enfants, qui se promènent dans la rue, qui vont devant les voitures. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez en écraser un jour. D'ailleurs, excusez-moi, Monsieur le ministre, mais les autorités du Niger parlaient moins de pauvreté que de trafic d'êtres humains et que toutes ces personnes que nous voyons dans les capitales ouest-africaines sont en fait dans des filières qui font commerce de Ce qui est très possible. Ce qui est très possible. Donc, c'est notre devoir aussi en tant qu'État de lutter contre ces questions de ces trafics de personnes. Moi, je le vois. Bon, moi, j'ai fait une partie de mon enfance à Daloa. Bon, on me dit que Daloa est devenu une plaque tournante, par exemple, de l'immigration. L'immigration, dans des conditions extrêmement difficiles. Bon, il faut quand même que nous, en tant qu'État, on prenne nos responsabilités. On ne peut pas le savoir et laisser faire. Très bien, Monsieur le ministre. Alors, on parle d'assainissement, de salubrité ici en Côte d'Ivoire. Et quelles sont vraiment, quelle est j'allais dire les structures, mais que prévoit la loi pour la salubrité, commençons par ça, de nos villes? Qui est chargé, parce que ça, il faut qu'on éclaircisse vraiment les choses, qui est chargé de rendre propres les villes de Côte d'Ivoire? Alors, si vous regardez ceux qui gèrent la ville de Côte d'Ivoire, ces responsabilités sont quand même partagées. Si vous prenez une commune, le maire a également une responsabilité de tenir la ville propre. Mais il faut aller au-delà de ça. Ça, c'est l'aspect purement, je dirais, administratif et de compétences administratives. Mais chaque citoyen est également en charge de la propriété de son environnement. Si vous prenez la Constitution ivoirienne, elle dit clairement, si je ne m'abuse, en son article 40, je peux me tromper sur le numéro de l'article, que le devoir de maintenir son environnement propre et assaini est un devoir pour chaque citoyen. Donc, il n'y a pas au monde d'État qui assure au niveau central la propriété de chacun. Et je voudrais également dire que nous devons nous-mêmes être réalistes. Quand j'étais plus jeune à Daloa, je dis souvent à mes collaborateurs, nous avions les gens de l'Institut d'hygiène qui allaient dans les quartiers pour vérifier que nos quartiers étaient propres et qui infligeaient des amendes. Nous-mêmes, dans le quartier, on les appelait les 600 francs, parce qu'à l'époque, l'amende, c'était 600 francs CFA. Si vous jetiez de l'eau usée sur la route, et quand l'agent d'hygiène vient, l'Institut d'hygiène vient, il vous faisait payer une amende de 600 francs. Et je me souviens qu'à cette époque, ces agents entraient même dans les cours pour aller vérifier les latrines, les WC, pour s'assurer que c'était tenu propre. Ils pompaient des produits pour assainir. Donc, il faut que, nulle part au monde, la propriété de chacun dépend d'un État central. Donc, pour répondre à votre question plus précisément, tenir la ville propre, c'est-à-dire la collecte des ordures de façon générale, et leur traitement, leur transport, leur stockage et leur traitement appartient aux collectivités territoriales et également au ministère de la Salubrité. C'est pour ça qu'on s'appelle ministère de la Salubrité. Nous devons organiser cela parce que la Côte d'Ivoire a fait un choix. C'est d'avoir un ministère qui est en charge de cette question-là, mais qui doit travailler forcément avec les gestionnaires des cités, donc les maires. Tout ça là. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que tout cela s'inscrit dans ce qu'on appellerait un code de l'hygiène ou de la salubrité ou de l'assainissement? Parce qu'en février dernier, vous avez annoncé l'adoption d'un tel code, ou est-ce que c'en est? Alors, nous avons déposé, le ministère en tout cas, en partenariat avec le ministère de la Santé. Comme je l'ai dit plusieurs fois, notre ministère est au confluent de plusieurs enjeux. Les enjeux naturellement de l'eau, les enjeux de la santé publique, les enjeux d'urbanisation. Donc, pour ce cas spécifique, le ministère de la Santé et le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ont préparé un code de l'hygiène et de la salubrité. Parce que si on fait deux codes séparés, il y a beaucoup de choses que nous avons en commun. Donc, nous avons fait un code commun. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Assainissement ont fait ce code-là, qui est sur la table du gouvernement et qui, à mon avis, dans les semaines à venir, va être adopté par le Conseil des ministres avant de passer devant l'Assemblée nationale. Sur la table des députés. Mais soyons concrets. Vous avez dit que vous allez répondre de façon concrète. Pourquoi
une commune, parce qu'avant, quand on était tout jeune, c'était la CITAF. Oui. Et on se rappelle, c'était par exemple la mairie d'Abidjan à l'époque. Donc chaque commune pouvait gérer ses ordures. La question aujourd'hui que beaucoup se posent, beaucoup de collectivités, Oui. pourquoi les choses sont centralisées au point que les communes sont véritablement, en termes de moyens, dépossédées de leur capacité à agir directement sur leur salubrité? Alors j'allais compléter justement comment s'articule le lien entre l'État central et les collectivités locales, communes, régions et maintenant les districts autonomes. OK. Alors, entre l'État central et les collectivités territoriales comme les communes et les conseils régionaux, moi-même je suis également président d'une région, les choses sont relativement claires. Mais vous allez voir qu'à la fin, on arrive à la question centrale qui est la gestion rationnelle des ressources dont nous disposons. Très bien. OK? Sinon, dans les compétences des communes, c'est clair qu'elles ont également en charge, entre autres responsabilités, la tenue, le maintien de la propriété urbaine. Ça, c'est clair. L'État central également organise cela en termes de politique nationale, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de laisser chaque commune gérer à long terme la question globale au plan politique de la salubrité. Parce que ce n'est pas seulement de ramasser les ordures, les envoyer quelque part, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Il faut les traiter. Il y a toute une chaîne, il faut les traiter. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a choisi une politique claire d'une gestion rationnelle et écologique des ordures. Et vous le voyez aujourd'hui, partout dans le monde, les ordures commencent à devenir une matière première. En tout cas, la partie biodégradable, clairement, devient une matière première. Donc la Côte d'Ivoire a choisi une politique de gestion rationnelle et écologique des ordures. C'est pour cela que nous avons dans la gestion, dans la politique de gestion des ordures, la partie collecte, transport et stockage, mais aussi à la partie de valorisation de ces ordures. Si vous visitez le centre d'enfouissement de Kosiwan, c'est quand même un investissement très lourd, fait par l'État en partenariat avec des privés, qui suit 100 hectares. Donc, ce que nous faisons là-bas, c'est d'abord collecter les ordures, les envoyer donc en un centre d'enfouissement, et puis aujourd'hui, nous devons être prêts à valoriser ces ordures-là par la production de gaz ou par la production d'électricité. Alors, puisque vous parlez de Kosiwan, les Ivoiriens peuvent être assurés, ils ne vont pas se retrouver avec un deuxième Akwedo? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, les ordures ne sont pas jetées en vrac comme c'était un peu le cas à Akwedo. Oui. Si vous visitez Akwedo aujourd'hui, nous sommes en train d'y construire un parc urbain. Et d'ailleurs, tous les gens qui se plaignaient, qui étaient autour d'Akwedo, qui se plaignaient de la perte de valeur de leurs investissements immobiliers, aujourd'hui, je pense que leurs investissements immobiliers vont prendre de la valeur. Nous sommes en train de construire un centre urbain, on est en train de réhabiliter complètement ce site-là. Pour revenir à Kosiwan, c'est deux façons de travailler. Là-bas, les ordures sont traitées, sont enfouies. Quand vous arrivez d'abord, par exemple, il y a un liquide qui sort des ordures qu'on appelle le lixivia, qui est un liquide très, très dangereux, qui est toxique. Donc, là-bas, c'est extrait, c'est traité pour obtenir de l'eau propre qui peut servir à arroser des jardins ou autre chose. Et l'autre partie de ces ordures va servir donc à produire du gaz et de l'électricité. Alors, Monsieur le ministre, tout à l'heure, André parlait de l'urbanisation massive. Oui. Et cela ne va pas sans quelques désastres environnementaux qui impactent fortement les pauvres et disons, les zones précaires. Comment est-ce que vous conciliez ces exigences de devoir se développer et en même temps moderniser le cadre de vie? Ce n'est pas incompatible, c'est même une obligation. Si on veut s'urbaniser de la bonne façon, il faut définir des règles, il faut définir un cadre. Le ministère en charge de l'urbanisme a un code de la construction et de l'urbanisme qui existe. Si tout le monde le respecte, notre développement, notre urbanisation va se faire de façon ordonnée et de façon durable. Parce que, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la construction de l'urbanisme,
mais si la question m'y amène, je peux en parler. Oui, mais justement, pour vous, Laurent, quelles sont les synergies entre vous? Parce que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des grandes cités, la question des VRD, c'est à quel moment qu'on sollicite l'assainissement, vous et la salubrité? Après, on parle de l'assainissement. C'est à quel moment on vous sollicite, justement, dans le cadre de ces grands projets de structuration? Nous sommes sollicités dès le départ, nous sommes impliqués dès le départ. Même pour des raisons historiques, vous savez que l'assainissement, pour ne parler que de l'assainissement, Oui. A été géré pendant longtemps, jusqu'à une époque récente, par le ministère de la Construction. Aujourd'hui, l'État a pris conscience de l'importance de ce secteur-là. C'est pour ça qu'il a créé un département ministériel dédié à l'assainissement et à la salubrité. Mais pour revenir à votre question de façon plus précise, les agents de l'assainissement sont impliqués dans la procédure d'octroi de l'ACD. Ah oui. Oui. Pour avoir donc le titre qui vous donne la propriété d'un terrain, l'ACD qui consacre cette propriété-là aujourd'hui, Oui. dans la procédure d'obtention de l'ACD, l'assainissement a donné son accord. Donc, nous sommes impliqués dans ce processus-là. Plus loin, une fois que vous avez un terrain, quand vous voulez construire, vous voulez le mettre en valeur, vous avez besoin d'un permis de construire. Là également, les services d'assainissement interviennent dans l'octroi du permis de construire. C'est en ce moment-là que nous allons dire au maître d'ouvrage, à celui qui veut construire sa maison, le système d'assainissement qu'il doit mettre en place dans sa maison. Très bien. Alors, on va aborder, on sait que les synergies existent au niveau du gouvernement, abordons la question du grand ménage, qui est quand même un gros programme qui court depuis des années. Alors, le grand ménage, au fond, c'est quoi? Soyons un peu simples dans Alors, le grand ménage, je voudrais encore profiter de vos antennes pour rendre hommage à ma sœur, la ministre Anne Ouloto, a eu le mérite d'inscrire le grand ménage dans le paysage, je dirais, administratif, dans le paysage de la vie en Côte d'Ivoire. C'est une activité communautaire qui part du principe fondamental qui dit que l'État ne peut pas gérer notre environnement, la propriété autour de nous. Chaque citoyen est quelque part responsable de son environnement. L'État vient aider, l'État met en place les structures, mais chacun est responsable de la salubrité autour de lui et de l'assainissement autour de lui. Donc, le grand ménage, c'est de l'organiser, de dire un samedi dans le mois. Un samedi dans le mois, la communauté se met ensemble pour assainir, pour nettoyer son environnement. C'est une activité communautaire. D'autres l'ont fait avant nous et l'ont réussi. On cite un exemple, le Rwanda. On cite l'exemple du Rwanda où le jour du grand ménage là-bas, c'est tout le monde. Il n'y a pas de véhicules qui circulent, en tout cas à Kigali. Du président jusqu'au dernier citoyen, tout le monde se retrousse les manches et va travailler autour de lui pour rendre son environnement propre. Est-ce que très rapidement, on peut avoir un petit bilan aujourd'hui Aujourd'hui, nous avons donc, Anne Ouloto a réussi à créer donc ce système-là en Côte d'Ivoire. Le premier samedi de chaque mois, normalement, nous avons grand ménage. Et généralement, à l'intérieur du pays, c'est les préfets qui sont un peu le président de ce comité. On a installé des comités de salubrité qui donc font ce travail communautaire, à Abidjan également, dans les communes. Ce qui nous manque ici, c'est vraiment l'engagement populaire. Et c'est vers ça que nous allons maintenant aller. C'est ce que j'allais vous dire. Un engagement populaire véritable. Et ça doit venir, l'exemple doit venir de là-haut. Donc j'entends dans les semaines à venir, certainement, faire une communication au conseil de gouvernement, demander que le gouvernement lui-même s'engage véritablement dans les activités de grand ménage. Que chaque ministre, chaque haut cadre dans son environnement puisse savoir que le premier samedi du mois doit être consacré à des activités communautaires. Est-ce que tout cela ne reste pas quand même symbolique quand on sait qu'il faut fortement agir sur les mentalités? Il faut un changement de mentalité. Mais tout ça est compris là dans le grand ménage. Vous savez, qui fait le grand ménage? Quand on va faire le grand ménage quelque part, on crée d'abord des comités de salubrité. Et ces comités, il y a des comités communaux, il y a des comités sous-préfectoraux, des comités départementaux, où on implique toutes les forces vives. L'administration, donc les fonctionnaires, les populations elles-mêmes, les jeunes, les femmes et tout cela. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment plus d'engagement
peut-être nous devons faire plus d'efforts pour sensibiliser nos populations. Et dans ce cadre-là, les comités de salubrité font aussi de la sensibilisation. Pourquoi c'est important la salubrité? Pourquoi c'est important l'assainissement? Et c'est important, il faut qu'on en parle même dans le langage de tous les jours. Je me pose souvent la question, est-ce que les populations pour lesquelles nous travaillons font le lien entre le travail que nous faisons et leur vie au quotidien? C'est ça. Leur santé, par exemple. Aujourd'hui, j'étais encore à Yopougon. Pour moi, en tant que ministre de l'assainissement et de la salubrité, c'est frustrant, c'est triste. Oui. Je vais, par exemple, à Siporex. Nous avons une canalisation d'eau de pluie, un grand canal qui est complètement fermé par des déchets solides, par tout ce qu'on veut. Alors là, vous abordez une vraie question. Effectivement, donc, on se rend bien compte que le rapport de l'Ivoirien à la salubrité est à revoir. Oui. Il faut qu'on travaille là-dessus. Mais vous abordez la grande question, justement, de la pluie et justement des canaux d'écoulement, des canalisations. Alors, comment aujourd'hui vous vous préparez à ce moment-là qui est un peu stressant pour nos concitoyens? Avant d'y venir, je vais quand même parler à nos concitoyens, Très bien, on vous permet quelques minutes. Voilà, nos concitoyens, qui fassent le lien entre ce que nous leur demandons, ce que nous faisons et leur santé de tous les jours. Ce qu'on constate aujourd'hui à Abidjan, et tout quartier confondu, beaucoup de gens ont construit une maison et se sont connectés, donc leurs eaux usées, donc les eaux de nos toilettes. Quand on dit eau usée, là, c'est la façon des Blancs de parler de l'eau qui vient de nos toilettes. Quand on va dans les toilettes, là, après on tire l'eau, là. L'eau, là, va quelque part. Ça. Des gens se sont connectés sur les caniveaux qui sont, eux, destinés à recueillir les eaux de pluie, qui sont des eaux propres pour les acheminer vers la lagune pour l'essentiel. Quand vous connectez vos toilettes à ces caniveaux-là, vous envoyez tout ce que vous faites dans vos toilettes dans les caniveaux. Donc on pollue. Et la destination finale, c'est la lagune. Et le poisson que nous mangeons à Abidjan vient pour l'essentiel de la lagune. OK? Donc on envoie tout ce qui vient de nos toilettes, de nos WC dans la lagune. C'est comme si on allait jeter dans la lagune directement. C'est ça. Les poissons vont se nourrir de cela. Mais est-ce que vous n'avez pas des équipes pour contrôler? Enfin, là, on en revient au code. Au code et à d'autres ministères, certainement. Oui. Il faut quand même vérifier, contrôler. Oui, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons travaillé sur un code de l'assainissement. Parce que des lois existent aujourd'hui qui empêchent cela. Mais c'est le côté répressif qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut qu'un Ivoirien, un jour, comprenne qu'il est interdit de se connecter pour envoyer ses eaux de toilette dans les caniveaux. C'est interdit par la loi. Si c'est interdit, si vous le faites, il doit y avoir des sanctions derrière. C'est pour ça, quand nous aurons le code, nous allons communiquer, nous allons compter sur vous, les hommes de communication, pour nous aider à sensibiliser nos compatriotes, à leur parler de cette loi et parler aussi du côté répressif. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train dans le cadre du code, nos agents, les agents du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, vont avoir le pouvoir de police d'aller chez Toussaint et dire, bon, vous avez une belle maison, c'est bien, je vais vérifier le système d'assainissement qu'il y a chez vous. Très bien. Pour m'assurer que vous avez votre propre système d'assainissement. C'est ça. Si vous n'êtes pas à côté d'un égout, si vous n'êtes pas connecté à un égout d'eau usée, que vous avez créé un puits, une fosse septique pour envoyer les déchets. Vos eaux usées. Voilà. Donc tout ça va se mettre en place et nous allons communiquer abondamment là-dessus pour que personne n'en ignore. C'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Bon, nous savons que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Alors donc, une fois que ça c'est vraiment le côté assainissement, mais qui est aussi évidemment lié à la question du traitement des eaux des pluies et justement la grande saison des pluies. Alors, quels sont les dispositifs que vous mettez en place aujourd'hui? Comment vous travaillez sur les ouvrages? Au fond, comment la puissance publique traite cette question? Je dirais que l'émission vient vraiment à point nommé, puisque ce matin, comme je l'ai dit, j'étais à Yopougon pour lancer, n'est-ce pas, les travaux de curage des caniveaux pour nous préparer à la saison des pluies. Donc, chaque saison de pluie, bien avant la saison de pluie, ce travail a commencé depuis un moment, mais c'est vraiment, on est dans la phase active aujourd'hui. J'étais à Yopougon aujourd'hui donc pour lancer cette phase de curage des caniveaux. Et si vous allez à Yopougon, vous allez voir que les caniveaux, les canaux des eaux de pluie sont complètement fermés par les ordures. Je suis allé à la place Figayo. Peut-être que vous y allez tous les deux.
Oui, bien sûr. Mais vous ne saurez pas bien sûr. qu'autour de cette place, il y a des caniveaux. Mais il y a une question que je voudrais quand même poser là-dessus. J'ai rarement vu, pour avoir fait quelques pays un peu développés, j'ai rarement vu aussi des caniveaux qui sont tout le temps ouverts. Est-ce que cette pratique ne devrait pas être abandonnée? On parlait de synergie avec le ministère de la Construction, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit laisser nos caniveaux à ciel ouvert? D'abord, je vous dis, toutes les canalisations ne sont pas à ciel ouvert. Il y en a beaucoup qui sont effectivement fermées, sont souterrains. Mais il y a aussi beaucoup qui sont ouverts. Tout dépend des habitudes de nos habitudes de vie. Oui. Si vous faites des canalisations fermées, des petits caniveaux fermés, comme on en voit dans beaucoup de pays, comme vous dites, ben, ils sont sûrs, eux, que ne passe là que de l'eau. C'est que du liquide. Ah oui. Chez nous, là, quand j'étais ce matin à Figayo, un caniveau complètement fermé, vous ne savez même pas qu'il y a un caniveau là. Bon, nous, on sait qu'il existe, donc les gens commencent à le mettre à nu. Il y a là-dedans des pneus. Wow. Des pneus, et dans le pneu, il y a du sable. Oui. Donc, c'est vraiment bouché. Alors, si c'était fermé, ça voudrait dire que tous les 3 mois, il faut aller encore réouvrir pour nettoyer. Peut-être le moment viendra. Vous regardez au plateau, par exemple, on peut se poser la question. Il y a très peu de caniveaux ouverts au plateau. Bien sûr. Donc, la faute incombe aussi à celui qui est le maître d'ouvrage. C'est-à-dire... Pas le maître d'ouvrage. Enfin, c'est-à-dire que... Le maître d'ouvrage, l'État qui... le plateau aujourd'hui... à l'État qui passe commande. Donc, on peut le faire, mais je veux dire qu'aujourd'hui, vu les habitudes de vie, sensibilisons d'abord nos parents, nos populations, que le caniveau, c'est seulement pour l'eau de pluie. Très bien. C'est même pas l'eau de chez vous que vous versez là-dedans. C'est l'eau de pluie qui doit passer par là. Le jour où nous serons sûrs qu'il n'y a que de l'eau de pluie qui passe par là, que ce n'est pas les carcasses de frigo, les carcasses de télévision ou même de voitures, des troncs d'arbres entiers qui passent là, nous pourrons aussi faire ça de façon les enterrer. Et changer la façon de faire. Très bien. Donc, vous venez de vivre avec nous, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, une première partie de cette émission Face à la Côte d'Ivoire. Nous parlons de salubrité et d'assainissement. Et pour vous entretenir, c'est le ministre en charge de ce département qui nous entretient. Vous en êtes bien rendu compte. Les torts, est-ce qu'on doit dire les choses comme ça, sont partagés. L'État fait sa part. Il est question aussi que nos concitoyens aussi fassent la leur. Je vous donne rendez-vous dans un instant, puisque là, vous allez intervenir sur nos antennes. Nos spectateurs dans la salle vont également intervenir. Ce sera la seconde partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes de retour dans le bel auditorium de Live TV. Vous le savez, nous vous donnons là l'opportunité de parler avec les hommes de pouvoir. C'est ça aussi. Ce qui se passe ici sur Live TV dans le cadre de l'émission Face à la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Avec lui, évidemment, nous parlons de notre cadre de vie. Alors, vous êtes chez vous, vous avez les différents canaux. Je pense que, évidemment, vous les exploiterez pour poser des questions au ministre qui est là. Et évidemment, il va y répondre. Il ne faut pas hésiter. Vous avez la page Facebook pour nous poser des questions. Les questions seront relayées au ministre. Nos amis qui sont dans la salle également sont prêts à poser des questions. Et une fois que j'ai dit tout ça, cela me permet d'ouvrir notre séquence Instant Public. Tout ça là, Instant Public, mais nous avons toujours quelques questions de relance, le temps de permettre justement à nos spectateurs dans la salle de partir pour des questions. Vous l'avez évoqué un peu, mais assez rapidement, quand on évoquait la question de la salubrité dans nos villes, la question des finances. Beaucoup de collectivités, justement, parce que ça, on me l'a laissé entendre, se plaignent, justement, au final, de n'avoir pas les moyens pour faire face à ce qui relève de leurs compétences. Donc, quelque part, il y a un conflit de compétences. Comment on règle cette question-là, monsieur le ministre? Alors, comme je l'ai dit, donc, il y a l'État central définit la politique de gestion de la salubrité, gestion durable de la salubrité. Donc, il a défini une politique. Quoi consiste-t-elle? C'est-à-dire, nous allons organiser la collecte des ordures, les envoyer en décharge contrôlée, et ensuite traiter ces ordures-là, et dans une dernière phase, les valoriser. C'est la politique générale qui est définie par l'État. Les collectivités territoriales, notamment les communes, ont également
la responsabilité de gérer les ordures, la propriété de leur commune. Alors, on vient à la question centrale des ressources. C'est ça. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, nous avons un vrai souci de financement, de la gestion des ordures. C'est pour cela qu'il faut, pendant un moment, centraliser cette gestion pour la rationaliser et l'optimiser. Cela veut dire quoi? Je vous prends l'exemple d'Abidjan. Aujourd'hui, nous collectons entre 4 000 et 4 500 tonnes d'ordures ménagères par jour à Abidjan. Pour vous donner une ordre d'idée, ce serait 200 camions de 20 tonnes par jour. 200 camions de 20 tonnes? Oui, par jour. Alors, et nous payons les opérateurs qui font cela au poids. On reviendra là-dessus. Voilà. Alors, quand c'est géré au niveau central, nous pouvons trouver des moyens d'optimiser cela. Une des voies, ce serait par exemple de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de ramasser chaque jour que Dieu fait, tous les jours. Certains d'entre nous ont vécu dans des villes, même en pays développés. Moi, en tout cas, j'ai une expérience d'un pays où le ramassage des ordures ménagères se fait, en tout cas chez les habitants, se fait une fois par semaine. Ça reviendrait moins cher à la collectivité. Ça nous permettrait de mieux gérer les ressources que nous avons, parce qu'elles ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, les ordures sont gérées par quoi? Les taxes qui sont prélevées, dont on parle beaucoup, oui. C'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est collectée sur les factures de CIE, et c'est ça qui permet de gérer les ordures sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on peut en avoir le montant? Ça représente combien à peu près Aujourd'hui, c'est autour de entre 3 et 4 milliards. Par facture? Par an. Alors, cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les habitants d'Abidjan et du Grand Abidjan aujourd'hui payent 2,5 fois plus que les habitants des autres villes. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ça ne suffit pas de toutes les façons. Et une commune aujourd'hui, le président de la République a été élu sur un programme de société. Et il prône la Côte d'Ivoire solidaire. Et la meilleure façon de mettre en œuvre cette solidarité dans le secteur qui nous concerne, la salubrité, c'est de faire en sorte que cette taxe-là, qui est prélevée premièrement, deuxièmement, qu'entre les communes, parce que les communes n'ont pas le même sort, je dirais, n'ont pas les mêmes fortunes. Il y a des communes dans lesquelles il y a des industries installées, qui sont un peu plus riches que celles. Il y a des communes en Côte d'Ivoire, les communes rurales notamment, où, quand vous regardez la TOM prélevée dans l'année, ça fait peut-être 200 000 francs CFA. Ah ouais. Il faut un mécanisme de péréquation entre les communes riches, entre guillemets, et les autres communes. Et seule une gestion centrale de ces ressources-là, pour l'instant, permettrait de faire cela. C'est une des raisons pour lesquelles on a mis en place une structure qui s'appelle l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, mais qui sert l'ensemble du pays. À l'heure où je parle, par exemple, elle a des opérateurs, c'est vrai, à Abidjan, on a des opérateurs qui sont en place, mais il y a une dizaine de villes d'intérieur du pays où l'ANAGED est présente. Sa vocation, c'est d'être sur l'ensemble du territoire demain pour prolonger sur l'ensemble du territoire cette politique de gestion rationnelle des déchets qui consiste à les collecter, à les stocker, à les valoriser plus tard. Très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas une politique à deux vitesses, celle du district d'Abidjan et celle du reste du pays? Parce que là, vous avez parlé d'un système de péréquation qui apparemment montre qu'il y a des communes qui sont moins munies que d'autres. Oui, ça, c'est le fait. Avant même la gestion de la salubrité, il y a des communes plus riches que d'autres. C'est ça. Forcément. Oui. Même à Abidjan, toutes les communes ne sont pas via la même enseigne. Il y a des communes qui abritent les sièges des grandes sociétés, des grandes industries. Il y a des communes qui en abritent moins. Donc, ce que je veux dire par là, il n'y a pas une politique à deux vitesses. Le Grand Abidjan, comme je dis, les enjeux d'Abidjan, ce sont des enjeux nationaux. Très bien. Quel que soit le domaine que vous prenez. Je vous permets de revenir là-dessus, parce que je pense qu'on va reposer la question du traitement spécial d'Abidjan. Oui. On va permettre à un de nos internautes, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir donc poser des questions. Toussaint Alain, ça va arriver tout de suite, un internaute qui veut poser une question à Monsieur le ministre. Oui. Alors, Pénin Prunel,
comment est organisé le métier d'éboueur en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important. Comment est organisé non seulement le métier d'éboueur, mais pour faire le parallèle avec nos deux compagnies qui ont eu ce contrat-là, et quelle est la place justement de ces petits collecteurs d'ordures qu'on avait dans nos quartiers. Justement, dans ce grand contrat, on a le sentiment que la part belle a été faite justement à ces grands groupes-là. Est-ce qu'on a raison de penser comme ça? Et puis après, quel est le sort de nos amis les éboueurs? Je vais répondre de façon générale. Comme j'ai dit tantôt, nous collectons entre 4 000 et 4 500 tonnes de déchets d'ordures ménagères par jour à Abidjan. À cette échelle-là, on ne peut plus le faire avec des petits collecteurs. Il faut une organisation structurée. C'est pour ça qu'on a fait un appel d'offres international pour retenir les opérateurs actuels. Ceci étant, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes en train de réfléchir à cela. Ce contrat qu'on a signé, il est sur 7 ans. Nous avons prévu dans ce contrat une revue à mi-parcours qui va se faire cette année normalement. Et nous avons nous-mêmes tiré les leçons de la gestion de ce contrat. Et une des questions que nous allons discuter avec nos partenaires, c'est la question de la pré-collecte. Parce que dans le passé, et ça existe encore, moi je suis en tant que ménage, je sais que quelqu'un passe chez moi, un jeune passe chez moi, bon, pour ramasser les quelques sachets qu'il y a. Donc nous souhaitons vraiment, pour diverses raisons, d'abord, de la zone d'efficacité. Quand on regarde aujourd'hui la géographie d'Abidjan, nous avons des zones qui sont quasiment inaccessibles pour aller y ramasser les ordures. Donc, nous pensons, nous, aujourd'hui, qu'il faut trouver que ces précollecteurs-là ont un rôle à jouer. Mais il faut les organiser. Il faut les organiser et puis les intégrer dans le contrat. Et les financer, donc. Il faut les financer. Il faut les financer, donc il faut l'inclure dans le contrat de nos opérateurs. Qu'on dise, par exemple, et ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers où, par exemple, bon, les petits camions qu'on a peuvent passer même dans les petites rues, mais il y a des quartiers où ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il y a un rôle pour ces précollecteurs-là. Nous souhaitons, dans le cadre de la révision du contrat, que ce soit mieux organisé, qu'ils interviennent là où c'est vraiment utile pour qu'ils assurent la précollecte. Alors, l'intérêt pour nous de cela, c'est que nous allons y mettre des critères. Alors, on peut se dire, oui, mais aller prendre des ordures devant une maison, pas besoin d'aller à l'école. Nous voulons justement utiliser ces précollecteurs-là pour faire la sensibilisation de proximité. Voyez-vous, comment emballer les ordures? Parce qu'une des façons d'économiser, par exemple, pour la gestion des ordures, c'est qu'aujourd'hui, vous allez à Abidjan, vous avez un bac qui est là, et puis des gens, le bac est vide, ils jettent les ordures par terre. Quelquefois en vrac. Il y en a même qui déversent dans le bac en vrac. Ça veut dire quoi? Que dans les pays modernes, qui ont plus d'argent que nous, celui qui passe ramasser les ordures, il est le chauffeur en même temps, c'est lui qui est le seul pour un camion. Mais quand vous jetez les ordures en vrac, ça veut dire que quand ce monsieur arrive, là où il aurait dû prendre 5 minutes pour ramasser les ordures, il va mettre une demi-heure. C'est ça. Parce qu'il doit descendre. Mais parfois, les ménages ne disposent pas des éléments pour aller à la poubelle. Il faut des sacs pour faire le tri sélectif, etc. Soyons raisonnables, parce que tout ça a un coût. C'est là qu'on va arriver. Parce que les Ivoiriens, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Tout ça a un coût. On peut même décider que même vos ordures, là, quelqu'un chez vous pour les ramasser, il y aura un coût. C'est pour ça que nous demandons que chacun doit faire sa part. Ce qu'on demande aux Ivoiriens, c'est d'emballer les ordures, de faire le tri, si possible, dans des sacs, si possible, et puis les mettre dehors. Certains ont des poubelles même, on met dans la poubelle. Ça facilite le travail à tout le monde et ça revient moins cher à la communauté. Très bien. On va permettre à un de nos, parce que c'est la séquence instant public, à un de nos internautes de réagir. Oui, lui, il écrit beaucoup à tout ça là. Guy-Charles Aonjo, pourquoi avoir confié le ramassage des ordures à la NAGED, le curage des caniveaux au ministère, alors que les mairies sont censées être chargées de l'embellissement de la commune? Finalement, on retire aux maires certaines de leurs prérogatives et on exige qu'ils rendent leur commune belle
alors qu'en amont, ils n'ont plus la main. Ils n'ont plus la main sur le dossier, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. C'est une question de ressources. C'est une question de ressources. Ouais. Aujourd'hui, les ressources que nous avons suffisent à peine à gérer même ce qu'on gère aujourd'hui. Ouais. Donc, on peut, même si on passe le dossier au maire, si c'est la même ressource qui va à la Niger, qui est divisée par les 200 et quelques communes de Côte d'Ivoire, aucune commune n'aura suffisamment de moyens de faire ce travail-là. Alors nous, ce qu'on dit, dans une politique rationnelle de gestion des ordures, quand nous allons passer à la valorisation, le gaz qu'on va produire, l'électricité qu'on va produire, va ramener des ressources à l'État. Et aujourd'hui, avec les partenaires techniques, l'investissement de construction des centres d'enfouissement et de valorisation est fait par l'opérateur. Ouais. Donc, si on laisse ça aux communes, elles n'ont pas forcément la capacité et les moyens, les ressources. Mais il faut leur donner ces moyens, il faut les doter de ces ressources-là. On revient toujours à la question des ressources. Pour leur donner ces moyens-là, il faut les ressources. Monsieur le ministre. Ce qu'on a aujourd'hui, on veut les gérer de façon rationnelle. C'est pour cela qu'on dit, l'ANAGED gère ça de façon rationnelle. Elle a une capacité de négociation aujourd'hui et son ambition, c'est d'aller progressivement à l'intérieur du pays, travailler en partenariat avec les communes. Par exemple, elle a un programme d'appui aux communes. Et on fait une pause. Il y a un programme d'appui aux communes que gère l'ANAGED, où on donne du matériel, des équipements, des salubrités aux communes. Mais personne n'a aujourd'hui les moyens suffisants pour faire ce travail. Donc on a compris que c'est une question de moyens. Monsieur le maire, on a quand même... Enfin, on peut faire l'observation selon laquelle le gouvernement a quand même beaucoup de mal à implémenter la décentralisation, parce qu'on clame la décentralisation sur le papier, mais dans les faits, dans les actes, on constate que l'État garde quand même la main, que ce soit dans le domaine de la construction, et là on l'observe aujourd'hui dans le domaine de la gestion des poubelles et autres, enfin des ordures. Oui. Alors, vous savez, moi j'ai une double casquette. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Je suis ministre au niveau central, je suis président du conseil régional. Vous répondez à ça très rapidement et on va à la pause et on revient pour... Non, c'est vrai que la décentralisation a encore du chemin à faire en Côte d'Ivoire, ça c'est évident. En tant que président du conseil, je suis un des premiers à le dire. Le gouvernement en est conscient, mais il faut aller pas à pas. Très bien. Voilà. Il faut aller pas à pas, nous dit Monsieur le ministre, qui est notre invité dans le cadre de cette émission Face à la Côte d'Ivoire. On n'oublie pas, Prunel avait posé une question à propos des éboueurs. Ce sera la toute première réponse juste après cette pause. Je vous invite à rester toujours en notre compagnie. Vous le savez, on parle des sujets qui intéressent à un plus haut point l'ensemble de nos concitoyens, puisque nous sommes face à la Côte d'Ivoire. A tout de suite. Nous voilà pour la dernière partie de cette émission en compagnie du ministre Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. J'ai ici une toute petite carte du monde qui vous montre combien de déchets produit-on dans le monde. Eh bien, rendez-vous compte, la Côte d'Ivoire fait partie quand même de la moyenne des pays où la production de l'électricité, des déchets est assez importante, puisque là où l'ensemble pratiquement de l'Afrique subsaharienne a produit moins de 200 kg par personne, la Côte d'Ivoire est entre 200 et 499 kg. Donc voyez-vous, notre pays, pour les questions de salubrité, est vraiment sur des enjeux importants de gestion quotidienne. Nous avons ici donc une téléspectatrice qui vous a posé une question. La question des éboueurs, parce qu'on sait qu'on a la SEDECI qui a un travail d'assainissement avec pour déboucher un certain nombre d'égouts, et puis on a quand même pas mal, il y a un vrai réseau économique d'éboueurs qui existe dans notre pays. Alors ceux-là, quel est le traitement qu'on leur propose? Alors il faut distinguer les deux choses. Hein. Il y a la salubrité, donc, qui est la gestion des ordures, et l'assainissement, qui est la gestion donc, des eaux usées et des eaux de pluie. Très bien. Le contrat que nous avons avec la SEDECI, c'est un contrat d'affermage pour l'assainissement. Très bien. Eau usée, essentiellement. Pour le Grand Abidjan uniquement, pas pour le reste du pays. Alors, le métier de boueur, comme je l'ai dit, il appartient, nous avons traité, en tout cas pour le Grand Abidjan, avec des opérateurs. C'est eux qui recrutent les personnes qui font ce métier-là. Ce que nous allons apporter de nouveau, c'est d'organiser la précollecte, pas forcément dans tout Abidjan, mais dans certains endroits où c'est vraiment important d'avoir cette précollecte-là, et avoir des jeunes qui puissent au moins sensibiliser les ménages sur la façon d'organiser la collecte des ordures. Et peut-être avec ces efforts-là, nous pourrions
au lieu d'avoir des camions qui passent tous les jours de la semaine, peut-être réduire le nombre de jours pour faire des économies. Et puis également, voir comment on peut, dans ce cadre-là, on peut regarder voir un statut particulier pour les éboueurs, parce que c'est un travail qui se fait maintenant de nuit. Oui. Donc ça demande un certain nombre de choses au plan Peut-être légal. la question, c'est de savoir, ils sont payés au SMIC, ils sont dans des sociétés quand même bien organisées, donc Oui. ça va, ils ont un traitement qui est assez correct. Bien sûr, s'ils sont dans une société formelle, oui, bien sûr. Et l'autre. Très bien, on va permettre à nos spectateurs qui sont dans la salle d'intervenir. Ils se sont déplacés. Eh bien, vous avez le micro, présentez-vous et posez la question au ministre. Je suis M. Kwaku Kwame Ange Michael. Oui. Alors, ma question, Monsieur le ministre, c'est de savoir, est-ce que la sensibilisation que vous parlez, est-ce que le message passe réellement? Cependant, si ça passe, pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés de pouvoir rendre totalement la commune de Plateau et de Cocody propre? Et la deuxième question, je veux savoir combien de fois le ministère, votre ministère passe dans les quartiers des communes de Yopougon, d'Abobo, pour pouvoir sensibiliser dans l'année? Donc en fait, il y a une double problématique. Ouais. Il y a des quartiers un peu plus pauvres, plus populaires, et puis des quartiers qui sont un peu plus, UP. OK. La sensibilisation se fait à plusieurs niveaux. Même nos partenaires qui organisent la collecte des ordures font aussi la sensibilisation. On va même dans les écoles. C'est un sujet important, donc il faut le faire peut-être dès le départ. Enseigner à nos enfants ce que c'est que la salubrité, ce que c'est que la propriété, et les mettre devant leurs responsabilités. Nous sommes en train même de voir s'il ne faut pas, avec le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre des cours d'instruction civique et morale, avoir un module sur la propriété, la gestion des ordures. Ouais. Sinon, on fait la sensibilisation. Ce que je dis, vous savez, la sensibilisation a ses limites. Vous avez une question, la population d'Abidjan évolue rapidement. Tout à fait. Il y a un taux de rotation qui est très fort. Donc, la sensibilisation a ses limites. Il faut qu'on arrive maintenant à une phase où, après avoir sensibilisé, après avoir communiqué abondamment, nous abordons la phase de répression. C'est interdit. Même la loi d'aujourd'hui, il est interdit de jeter ses eaux usées dans un caniveau d'eau de pluie. C'est interdit. On me dira que les gens ne savent pas. On va leur dire, on va expliquer, on compte sur vous, hommes des médias. Mais une fois qu'on aura expliqué, il va arriver un moment où on va passer à l'amende. J'étais à Yopougon aujourd'hui. Alors, vous me demandez combien de fois je vais à Yopougon, à Bobo. Moi, je vais plus souvent, dans le cadre de mon travail, Ouais. plus souvent à Yopougon, à Bobo qu'à Cocody. J'habite à Cocody, mais je vais plus souvent, dans le cadre de mon travail. Sur le terrain. Ce que je fais, moi, j'ai appris ça à bonne école. Je suis allé à l'école de Patrick Hachi. Bon, je suis moins connu, enfin, en tant que ministre, je suis moins connu que beaucoup de ministres. Il m'arrive quelquefois, bon, bien sûr, avec les masques et tout ça, dans un quartier où je vais seulement avec mon chauffeur et puis quelqu'un de ma sécurité. Je me promène. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Djamé. J'étais là-bas à 7 h le matin. Bon, pour regarder comment ça se passe. Parce que j'écoute ce que les gens disent. Prenez, c'est un bon exemple, à Djamé, Nangui Abrogoa. Ouais. On me dit, ouais, c'est sale, c'est sale, c'est sale. C'est vrai. Mais Nangui Abrogoa est devenu un vaste marché sans limite. Alors, moi, j'ai été à Djamé pendant 4 ans et demi, en tant que DG d'Asikoji. Tu es à Sikoji. Voilà, je suis un habitant de j'ai passé beaucoup de temps à Djamé. Je suis allé le matin à 7 h. J'ai trouvé Nangui Abrogoa relativement propre. Il n'y avait pas d'ordures là. Parce que nos opérateurs sont passés la nuit. Quand vous repassez vers 10 h, ça commence À s'amonceler. à s'amonceler. Et puis à 11 h, j'ai vu qu'un des camions de nos opérateurs est venu ramasser. Vous repartez à 15 h, 16 h, c'est comme s'il n'avait rien fait. Ouais. Donc c'est vraiment une vraie problématique. Il faut qu'on sensibilise. Mais quand vous regardez à Djamé, ceux qui salissent à Djamé, si je puis m'exprimer ainsi, je m'excuse si ça blesse des gens, Mais on vous comprend. ce ne sont pas des habitants de Djamé forcément. Ce quartier reçoit chaque jour que Dieu fait 2 millions de personnes. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, il y a 2 millions de personnes Ils viennent faire les qui bonnes circulent affaires. là. Ils produisent des déchets et après ils partent d'où ils sont venus. Donc,
c'est ça, la sensibilisation, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment à la base. Ouais. Montrer à quelqu'un, tout à l'heure, j'ai ouvert ma bouteille d'eau, j'étais en train de mettre le truc dans ma poche, il m'a dit, non, donnez-moi, je vais mettre à la, à la poubelle. J'ai vu récemment quelqu'un dans une voiture de Au standing. haut standing, grande cylindrée, qui descend sa vitre et qui jette Ok. le mouchoir à papier. Bon, il était en voiture, je ne peux pas le joindre, mais j'ai vu quelques personnes où moi-même je dis, mais écoutez, monsieur, pourquoi vous jetez ça par terre? Très bien. Il dit, mais j'ai jeté ça où? C'est ça. Je lui dis, bon, vous savez, monsieur, moi, je suis de l'ancienne génération, j'ai en poche un mouchoir. Ce n'est pas du papier, c'est un mouchoir en tissu. Quand je me mouche dedans, je ne jette pas, je mets dans ma poche. Donc, vous pouvez aussi mettre votre mouchoir papier dans votre poche, parce que vous trouviez un endroit où le jeter. Donc vous-même, vous faites la sensibilisation, on le comprend bien. Oui. Prime à nos spectateurs qui sont dans cette salle, on va leur permettre, parce qu'on en avait un deuxième qui veut poser une autre question à Monsieur le ministre, qui est, voyez-vous, hein, qui est prêt à vous poser les questions, à répondre à vos questions sans faux fuyant. Allez-y, présentez-vous. Je me nomme Kosono Daouda Ouattara. Oui. Bon, ma question est la suivante. Nous constatons que malgré l'effort fourni par le gouvernement, pour sensibiliser la population, cela ne passe pas auprès de la population. Bon, quelle est la meilleure stratégie que le gouvernement adopte pour mieux sensibiliser la population par rapport à ces fléaux? Très bien. J'allais dire même que c'est une question sous forme de conclusion de cette émission. Oui. On a tout dit, mais le cœur reste la sensibilisation et éventuellement autre chose. Et c'est la question qui vous pose. Quelle stratégie vous pouvez mettre en place? Nous allons continuer de sensibiliser, on ne va jamais arrêter de sensibiliser. Nous allons communiquer, mais nous allons également ajouter à cela la répression. Vous savez, moi, je discute avec tout le monde. Je dis aux gens, peut-être aujourd'hui je suis ministre, je suis devenu ministre, mais nous avons tous, où que nous soyons, des parents dans tous les quartiers d'Abidjan. La plupart des dimanches, quand je suis à Abidjan, je vais à des certains jours, c'est quelquefois à Bobo, quelquefois à Yopougon. Alors, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit humain, il faut qu'on soit responsable. Soyons polis, soyons respectueux de notre environnement et des personnes avec qui nous vivons. Moi, il m'est arrivé d'entendre des gens dire, je discute quelquefois avec les dames qui font le ménage, qui balaient sur la route. Là. Je discute avec elles de temps en temps. Elle me dit, mais il y a des gens qui nous insultent. Pendant qu'on est en train de balayer, il vient et jette quelque chose. Quand on dit, mais si, il ne fait pas ça. Quel est votre travail? Voyez-vous? C'est blessant pour cette personne qui fait ce travail. J'étais à Yopougon aujourd'hui. Oui. Pendant que les gens vident un caniveau, je vois qu'il y a de l'eau qui sort d'un immeuble, un grand immeuble, des eaux usées qui viennent là. Le gars a le sentiment quelque part que bon, ça sert à quoi? C'est vrai. Pendant que je nettoie, quelqu'un est en train de salir. Pendant que la bonne dame est balaye, 5 mètres derrière elle, les gens jettent d'autres déchets. Donc, c'est une question d'éducation, de responsabilité personnelle. L'État ne va jamais arriver à faire ça tout seul. La salubrité, l'assainissement, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. L'État fait sa part. Je demande à nos compatriotes de faire leur part. Vous demandez à nos compatriotes de faire leur part, mais c'est vraiment la dernière question. Vous allez voir, on ne vous embête plus là-dessus. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'ancien DG de la CICOJ, par exemple, vous savez qu'il y a un vrai problème d'assainissement parce que c'est des quartiers assez anciens, le niveau de population. Comment vous vivez ça aujourd'hui, de voir que ces quartiers-là sont des points quand même assez critiques en matière d'assainissement? Alors, il y a plusieurs éléments dans cela. Quand ces quartiers appartenaient à la CICOJ, la CICOJ s'occupait de l'assainissement, organisait l'assainissement et la salubrité dans ces quartiers. Depuis belle lurette des années 94-95, la plupart de ces cités CICOJ ont été vendues aux occupants par l'État. Donc, ce que la CICOJ faisait en tant que propriétaire, elle ne peut plus le faire. C'est ça. Ce sont les habitants qui doivent organiser leur propriété. Moi, je suis un enfant de la CICOJ, je le dis sans aucune honte. J'ai fait mon enfance à Koumassi CICOJ, quand c'était encore géré par la CICOJ. Mais nous, les jeunes de ce quartier-là, on était organisés. Quelqu'un ne peut pas venir chez nous déposer un tas d'ordures sans qu'on s'en inquiète. Très bien. Aujourd'hui, c'est une question d'éducation et de sensibilisation. Que vous soyez propriétaire, même si vous êtes un simple locataire, est-ce que c'est normal que quelqu'un vienne déposer les ordures de la rue qui est devant vous et puis vous
Ça ne vous interpelle pas? C'est une vraie question qui s'adresse évidemment à l'ensemble de nos concitoyens et à nous tous, qu'on soit ministre, comme vous l'avez dit, qu'on soit dirigeant, président de la République. Et en tout cas, nous avons passé ces 1 heure en votre compagnie à parler d'une question qui est hautement importante pour, on va dire, l'organisation de notre vie en société, surtout les sociétés modernes, urbaines. Tout ça, Alain, évidemment, on peut ensemble remercier Monsieur le ministre de s'être prêté au jeu. Merci en tout cas, nous serons toujours heureux de vous recevoir et parler d'autres sujets. Au nom également de l'ensemble de l'équipe, nous vous disons merci Monsieur le ministre de votre disponibilité. Quant à vous, très chers téléspectateurs, évidemment, nous sommes toujours heureux de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission, en tout cas à la regarder. La Côte d'Ivoire est un pays qui s'urbanise assez rapidement. Toutes ces problématiques-là doivent être au cœur de nos vies. Nous devons les prendre en charge et nous vous y invitons. Face à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était avec le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Le rendez-vous est pris pour un 10e numéro et c'est donc très très bientôt. Passez une bonne suite de programmes sur Live TV.